Au cours du premier semestre 2026, les entreprises chinoises ont livré 19 100 robots humanoïdes, soit 97% de tous les robots humanoïdes vendus sur la planète, et les entreprises américaines n'ont même pas été capables de combler les 3% restants. Un chiffre m'a arrêté net, 19 100. C'est le nombre de robots humanoïdes expédiés par les fabricants chinois au cours du seul premier semestre 2026 à l'échelle mondiale. Pas seulement en Chine. Dans le monde entier. Et les entreprises chinoises détiennent 97% de ce chiffre. Je veux qu'on laisse ça reposer un instant, parce qu'on ne parle pas d'électronique grand public ou de panneaux solaires, là où les avantages d'échelle de la Chine sont une vieille histoire. On parle du produit physique le plus complexe mécaniquement, le plus intensif en logiciel, que l'humanité ait jamais tenté de produire en série. Ziyuan Robotics, également connu sous le nom d'Agibo, a dominé le classement pour le premier semestre 2026, avec Unitre et une poignée d'autres acteurs chinois qui occupent le reste du peloton de tête. Pendant ce temps, le programme de robots humanoïdes le plus médiatisé en Occident, l'Optimus de Tesla, n'expédie qu'en ce que l'entreprise elle-même qualifie de « volume pilote limité ». Elon Musk a déclaré publiquement que produire en masse un robot humanoïde est incroyablement difficile, et à mon avis, cet aveu est bien plus significatif que la plupart des commentateurs occidentaux ne l'ont traité. La difficulté est réelle. Ce qui fait de ces 19 100 unités chinoises non pas simplement une histoire de part de marché, mais une véritable prouesse d'ingénierie. Avant d'aller plus loin, un chiffre qui change tout, un robot humanoïde possède environ 40 à 60 degrés de liberté, c'est-à-dire 40 à 60 articulations motorisées indépendantes, chacune nécessitant un actionneur de précision, un capteur de couple, et une boucle de contrôle fonctionnant à une latence de l'ordre de la milliseconde. Ce n'est pas un problème de chaîne d'approvisionnement qu'on résout en y jetant de l'argent du jour au lendemain. Si l'Optimus de Tesla est encore en phase pilote à faible volume, ce n'est pas par manque d'ambition, c'est parce que les actionneurs à transmission harmonique et les moteurs à arbre creux dont ces robots dépendent exigent un écosystème fournisseur extrêmement dense pour être produit à coût maîtrisé. Et voilà le mécanisme que je pense être largement sous-estimé par la plupart des analystes européens. Les fabricants chinois de robots humanoïdes puissent de manière parasitaire, et je dis ça comme un compliment, de manière parasitaire et efficace dans la chaîne d'approvisionnement existante des véhicules électriques. Système de gestion de batterie, contrôleur moteur, pièces moulées en aluminium allégé, et même une partie du matériel de traitement lidar et vision, tout cela, BYD, KTL, et des centaines de fournisseurs de rang 2 le produisent déjà à grande échelle pour les voitures électriques. Ziyuan et Unitre assemblent en réalité des briques Lego que le boom du VE chinois a déjà fabriquées et rendues disponibles. À mon avis, c'est là l'avantage structurel le plus décisif, et c'est un avantage que Boston Dynamics, qui s'approvisionne encore en grande partie auprès d'une base de fabrication de précision américaine relativement étroite, ne peut tout simplement pas répliquer rapidement. Boston Dynamics travaille sur ce sujet depuis plus d'une décennie et n'expédie toujours pas des volumes à 5 chiffres. Cet écart n'est pas une question de talent. Ce que la presse occidentale n'explique pas clairement, c'est que cette trajectoire ressemble trait pour trait à ce qui s'est passé dans l'industrie des panneaux solaires entre 2010 et 2016. En 2010, des entreprises allemandes comme SolarWorld et Qcells détenaient la couronne qualitative et une part significative de la capacité mondiale. En 2016, les fabricants chinois, s'appuyant sur le soutien de l'État, un tissu de fournisseurs locaux extrêmement dense, et une itération des coûts implacables avaient capturé plus de 70% de la production mondiale. En 2023, on dépassait les 80%. La courbe des robots humanoïdes ressemble à s'y méprendre à celle-là, simplement compressée dans le temps. Et franchement, je dois l'admettre, je me suis trompé sur le calendrier. Il y a 2 ans, je pensais que la stratégie d'intégration verticale de Tesla, qui maîtrise tout depuis la conception des actionneurs jusqu'à la pile d'entraînement IA, donnerait à Optimus une avance durable d'ici 2026. J'ai sous-estimé la vitesse à laquelle l'écosystème chinois allait s'emballer. L'effet de levier de la chaîne d'approvisionnement VE que je viens de décrire, celui-là même qui a mis Renault hors jeu en Chine dès 2020, ne m'apparaissait pas avec cette évidence en 2024, quand je regarde aujourd'hui ces 19 100 unités produites. Ce que j'avais vu juste, c'est que le logiciel serait le différenciateur à long terme, les données d'entraînement, le transfert sim-to-real, les politiques de contrôle corps entier. Cette course-là est véritablement encore ouverte. Mais la course à la fabrication matérielle ? La Chine a déjà remporté le premier tour, et l'avance n'est pas symbolique. Selon certaines sources, des entreprises chinoises cibleraient une capacité de production annuelle supérieure à 100 000 unités d'ici fin 2026, mais à mon avis, il faut traiter ce chiffre avec prudence tant qu'on n'aura pas de données de livraison vérifiées au second semestre. Alors, où tout cela nous mène-t-il ? À mon avis,
les 18 prochains mois vont imposer 3 réactions bien précises. Première chose à surveiller, Tesla. Si Optimus n'atteint pas 5000 unités cumulées expédiées d'ici fin du premier trimestre 2027, je pense que le marché commencera à traiter Optimus comme une option à long terme plutôt que comme un moteur de revenus à court terme et ça, c'est lourd de conséquences pour la valorisation de Tesla, pas seulement pour son narratif robotique. Deuxième signal à surveiller, est-ce qu'un gouvernement occidental, les États-Unis, l'Allemagne, ou l'Union européenne dans son ensemble va désigner les robots humanoïdes comme catégorie industrielle stratégique, à la manière dont les semi-conducteurs ont été encadrés par le Chip Act américain? La logique politique est déjà là, la machinerie législative n'a simplement pas encore suivi. Si ça se produit, cela pourrait créer un marché domestique protégé pour Boston Dynamics et les startups américaines émergentes comme Figure et Agility Robotics, leur donnant le temps de monter en puissance. Et franchement, c'est là que la question devient particulièrement intéressante pour nous en Europe. Bruxelles a déjà montré avec les droits de douane sur les VE chinois qu'elle sait manier ce type d'instrument. La question est de savoir si elle aura la même volonté sur la robotique. Troisième point, et c'est celui que je trouve le plus fascinant, surveiller le jeu des licences logicielles. Du matériel chinois à grande échelle combiné à des logiciels d'IA occidentaux, c'est une combinaison qui rend les responsables achats au Japon, en Corée du Sud et en Allemagne à la fois très nerveux et très tentés simultanément. La société qui parviendra à résoudre cette tension et qu'il s'agisse d'une entreprise chinoise avec une histoire crédible sur la souveraineté des données, ou d'une firme occidentale qui commercialise du matériel chinois sous sa propre marque sera assise sur quelque chose de véritablement précieux. Je ne sais pas encore qui remporte cette main. Mais je pense qu'elle se joue dans les 24 prochains mois. Alors optimiste ou pessimiste sur la capacité de la Chine à maintenir sa domination dans les robots humanoïdes? Voici où j'en suis, optimiste sur la persistance de l'avance matérielle au moins jusqu'en 2027, franchement incertain sur la question de savoir si les obstacles logiciels et la question de la confiance vont freiner le déploiement commercial mondial. 3 choses à retenir de tout ça. Premièrement, la Chine a livré 19 100 robots humanoïdes au premier semestre 2026, 97% de part de marché mondial et la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques et le moteur caché qui rend cela possible. Deuxièmement, l'Optimus de Tesla reste le challenger occidental le plus crédible, mais les propres déclarations de Musk confirment que la difficulté industrielle est bien réelle, et l'écart de volume en ce moment n'est pas négligeable. Troisièmement, le scénario des panneaux solaires est le modèle historique à garder en tête et dans cette histoire-là, la fenêtre pour rivaliser sur le matériel s'est refermée bien plus vite que presque personne ne l'avait prédit. Et c'est exactement le débat que l'on commence à avoir en Europe sur les droits de douane, avec les VE chinois. Bruxelles a réagi, mais peut-être trop tard pour changer les équilibres industriels. La question que je vous pose dans les commentaires, pensez-vous que les gouvernements occidentaux et européens en particulier vont intervenir avec une politique industrielle avant que les entreprises chinoises ne verrouillent les relations clients, ou est-ce que ce train est déjà en marche? Dites-le moi ci-dessous. Et si ce type d'analyse vous est utile, abonnez-vous, je couvre chaque semaine les nouvelles énergies et les technologies de rupture chinoises, avec autant de franchise que possible. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les politiques industrielles occidentales, qu'il s'agisse des droits de douane européens sur les VE chinois ou du soutien à des alliances comme Stellantis Leapmotor arriveront-elles à temps pour changer la donne, ou la fenêtre de compétitivité industrielle s'est-elle déjà refermée? Abonnez-vous pour des analyses hebdomadaires approfondies sur la nouvelle énergie et la tech chinoise.